Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 13 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud, quitte l'Algérie au terme de sa visite officielle de 3 jours dans le pays à la tête d'une importante délégation. Le président de la République, Abdelaziz Tebboune, présente ses condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, suite au crash d'un avion militaire ayant fait 20 morts. Les détails tout à l'heure. La 4e édition du African Startup Conference en préparation à Alger. Elle vise notamment à inspirer une génération d'entrepreneurs concurrentiels au niveau international. C'est ce qui a émané de la conférence de presse de l'événement. Et la militante Aminatou Haïdar, figure de proue de la lutte sahraoui, rappelle le point central de la cause juste de son peuple, le droit à l'autodétermination, et affirme qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Et zoom ce matin sur le Salon international de l'artisanat traditionnel où la beauté se met au naturel. Des artisanes algériennes transforment les produits du terroir en véritables trésors faits main pour la beauté et le bien-être. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le message de condoléances du président de la République, Abdelaziz Tebboune, à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, suite au crash d'un avion militaire faisant 20 morts. En voici le contenu. Votre Excellence, chers frères, c'est avec une profonde affliction et une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle du crash d'un avion militaire turc dans la région de Sagnaji, à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, et qui a coûté la vie à 20 militaires. Face à cet accident tragique et douloureux, je présente à votre Excellence mes sincères condoléances et mes sentiments les plus sincères de sympathie, en implorant Dieu Tout-Puissant d'accorder aux victimes sa miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis et de vous procurer ainsi qu'à leurs familles et leurs proches patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Fin du message du président de la République. Et je vous le disais en titre, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud, quitte l'Algérie au terme de sa visite officielle de 3 jours à la tête d'une importante délégation. Accompagné d'une délégation de haut niveau. À son départ de l'aéroport international Ouad Boumediene, il a été accompagné par le président de l'Assemblée populaire nationale, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et le conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques. Dans l'actualité également, le projet algérien d'hydrogène vert exposé hier par une délégation de cadres dirigeants lors d'un important événement à Berlin. La délégation a présenté l'avancement des travaux au terme desquels l'Algérie devrait produire de l'hydrogène et l'exporter vers l'Europe. Le projet sera exécuté par la Sonatrach et la Sonelgaz avec leurs partenaires européens et à l'occasion l'engagement de l'Algérie à développer un partenariat stratégique avec l'Europe dans le domaine de l'hydrogène vert a été réaffirmé comme base essentielle pour la transition énergétique nationale et internationale. Et réussir cette transition, c'est surtout maîtriser le triptyque énergie, matière, environnement, le cas échéant l'usage du solaire dans le dessalement d'eau de mer, où l'Algérie a construit de nombreuses unités. Le but est de diminuer le recours aux énergies fossiles dans l'opération de dessalement. C'est ce qu'a tenté de démontrer des chercheurs algériens et étrangers réunis autour d'un workshop international. Compte rendu de la Oufhamouche. Comment produire de l'eau potable en utilisant une ressource naturelle et inépuisable, l'énergie solaire? Une problématique sur laquelle se sont penchés les experts participant à ce workshop international sur les technologies photovoltaïques et le dessalement, organisé par le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique. Des chercheurs algériens et étrangers y ont présenté des solutions durables et innovantes alliant autonomie énergétique et respect de l'environnement. Je suis là en tant que conférencière et en tant que collaboratrice dans un projet de recherche
qui correspond à donc, la valorisation des déchets des panneaux solaires pour fabriquer des membranes de filtration appliquées au traitement de l'eau, dessalement et traitement des eaux usées. En tant que chercheuse espagnole, j'ai trouvé un réel intérêt à participer à ce workshop en Algérie. C'est une expérience enrichissante car le pays dispose d'un énorme potentiel dans le domaine du dessalement solaire et de la gestion durable de l'eau. L'expérience algérienne a été présentée lors de cette rencontre. L'Algérie, qui possède l'un des plus grands potentiels solaires au monde, dépassant les 3000 heures par an, a engagé depuis des années une stratégie visant à diversifier son mix énergétique. Objectif à long terme, en faire un acteur régional majeur des énergies renouvelables capable de couvrir ses besoins internes, mais aussi d'exporter de l'électricité verte vers l'Afrique et l'Europe. Le solaire, l'Algérie, en 1980, l'Algérie faisait déjà des cellules solaires. Nous sommes peut-être le seul pays au monde arabe, nous étions le seul pays jusqu'à un passé très récent, qui fabrique des cellules solaires. Nous avons le know-how pour faire des cellules solaires. Le CRTSE est un centre unique dans le monde arabe qui fabrique des cellules solaires. Parce que vous savez, le problème du dessalement, c'est le problème du coût. C'est du problème du coût. Le dessalement est une technologie qui est énergivore. Elle consomme énormément d'énergie. Des échanges qui créent un pont entre le monde de la recherche et celui de l'industrie, permettant aux chercheurs de présenter leurs avancées scientifiques, d'échanger sur les nouvelles technologies et d'identifier les besoins réels du terrain, tandis que les industriels découvrent des solutions à fort potentiel de valorisation. Il y a des objectifs à atteindre dans ce sens et on doit être à jour dans notre pays, à jour avec les nouvelles technologies, tout ce qui se fait de mieux dans le monde, qui nous donne vraiment une image au jour d'aujourd'hui sur les technologies dans le monde autour du photovoltaïque. Et c'est important pour nos chercheurs, pour nos experts, pour nos industriels, nos étudiants, pour qu'ils soient à jour. En rassemblant les compétences locales et internationales, cette rencontre contribue à accélérer l'innovation, à renforcer la compétitivité du secteur et à positionner l'Algérie comme un pilier majeur dans le domaine des énergies renouvelables et la gestion durable des ressources en eau. La 4e édition du African Startup Conference en préparation à Alger. L'événement continental réunira dans quelques semaines les plus importants acteurs de l'écosystème entrepreneurial du continent. Il vise notamment à inspirer une génération d'entrepreneurs concurrentiels au niveau international. Et c'est ce qui a émané de la conférence de presse organisée ce jeudi. Walid Yousfi s'est intéressé de près à certains des participants. À Alger, l'innovation africaine est à l'honneur. La capitale s'apprête à accueillir la conférence africaine des startups, un rendez-vous continental qui réunit des centaines de jeunes entrepreneurs, d'investisseurs et d'experts venus de tout le continent. Pour eux, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas rater. Déjà, elle a pour but de promouvoir l'écosystème africain et renforcer la coopération africaine en matière de start-up. La 4e conférence africaine des start-up qui se tiendra en Algérie est une aubaine pour ces start-up-là. Pourquoi? Parce qu'elle permettra à ces start-up de réseauter entre elles avec des investisseurs, avec de potentiels acheteurs aussi. Elle permettra à ces start-up de se faire connaître à travers la mini-foire qui se tiendra lors de la conférence. Une rencontre qui a pour objectif de faire de la créativité et de la technologie de véritables leviers de développement pour l'Afrique et propulser les startups au devant de la scène économique comme créatrices de richesses et d'emplois, mais aussi un vrai stimulateur pour la croissance économique en proposant des solutions adaptées aux besoins locaux. Les startups jouent un rôle très important dans le développement du continent, dans le développement économique du continent africain. Un rôle très important. D'abord, les startups sont des moteurs d'innovation et de créativité et de création d'emplois. Et elles modernisent nos secteurs traditionnels. Elles attirent effectivement des investisseurs ou des investissements et contribuent effectivement à bâtir une économie plus compétitive et inclusive. Elle crée également des milliers d'emplois, ce qui contribue effectivement à la lutte contre le chômage. L'Algérie occupe une place stratégique dans cette dynamique.
Par son positionnement géographique, ses talents et ses politiques publiques en faveur de l'innovation, elle contribue activement à renforcer cette coopération intra-africaine. L'Algérie devient ainsi un hub d'opportunités, où la collaboration entre startups africaines peut se transformer en projet concret et durable. L'événement se tiendra donc à Alger du 6 au 8 décembre. À travers cette conférence, l'Algérie réitère son ambition de devenir un hub régional de l'entrepreneuriat technologique et de contribuer à bâtir une Afrique qui invente, entreprend et avance. Signature d'un accord de partenariat stratégique entre Salam Bank et le Club des entrepreneurs et industriels algériens. À travers un nouveau service, il est question d'accompagner les entreprises exportatrices et faciliter leur accès aux marchés étrangers en renforçant leur compétitivité. Linda Mekki et Majed Ahmed. Salam Bank lance un nouveau service visant à accompagner les opérateurs économiques à chaque étape dans l'opération d'exportation de leurs produits et ce à travers des facilités bancaires adaptées. Le pôle Export Plus vise à accompagner les exportateurs dans l'ensemble de leurs opérations, que ce soit pour le financement de leurs besoins en matières premières, en équipement de production ou autres, ou encore pour faciliter les démarches bancaires. Cette initiative a été largement saluée par de nombreux opérateurs économiques ayant signé une convention de coopération entre Salam Bank et le Club des entrepreneurs et industriels algériens. Cette signature revêt une importance particulière pour nous dans le cadre du soutien à l'import-export. L'État veille à mettre en place les mécanismes nécessaires pour encourager l'exportation. Il s'agit là d'une coopération étroite entre nos adhérents et SLM Bank visant à promouvoir ce nouveau service bancaire qui s'inscrit dans la politique économique de l'État algérien. Un pas de plus pour renforcer la compétitivité des entreprises algériennes et faciliter leur participation aux rencontres internationales. Au Maroc, les crises se succèdent et accentuent la détresse de la population. La rue, qui grogne depuis des semaines contre la situation socio-économique, dénonce aujourd'hui une importante pénurie d'eau potable. La sécheresse frappe le sud-ouest du pays, plongeant des villages entiers dans la soif, nous dit Ismaël Sultan et Mariam Damis. Ces images bouleversantes témoignent de la détresse d'un citoyen obligé de se contenter d'eau impropre à la consommation pour étancher sa soif. Loin d'être un cas isolé, ces images reflètent la gravité de la crise hydrique qui frappe le Maroc. Alors que les habitants peinent à trouver une goutte d'eau potable, le Merzane lui paraît absorbé par des préoccupations secondaires, négligeant les besoins fondamentaux de la population. Nous souffrons de ce problème depuis plus de 4 ans. C'est une honte. Maintenant, on se dispute même avec les membres de notre famille pour avoir de l'eau en premier. Nous avons très peu d'eau ici dans notre village et ce n'est pas suffisant pour tous les habitants. Dans de nombreuses régions rurales du Maroc, l'accès à l'éducation reste un véritable parcours du combattant. Les routes dégradées compliquent encore plus le déplacement des enfants vers les écoles. Chaque matin, les élèves parcourent plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre leur école, tandis que d'autres tentent de s'accrocher à bord de camions, circulant sur des pistes impraticables. Nous demandons aux autorités d'assurer le transport pour nos enfants. Ils souffrent énormément, notamment en hiver. Nous réclamons des routes praticables et du transport. Nous manquons de beaucoup de choses ici. La défense des intérêts politiques semble aujourd'hui passer au premier plan au détriment des attentes sociales des Marocains. Un déséquilibre qui nourrit chez la population le sentiment d'être sacrifié au profit du rapprochement du Merzane avec l'entité sioniste. La militante Aminatou Haïdar, figure de proue de la lutte sahraoui contre le colonialisme marocain, monte au créneau. Elle rappelle le point central de la cause juste de son peuple, le droit à l'autodétermination, et affirme qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Fouzia Tej et Alaouf Hamouch.
La militante sahraoui Aminatou Haïder, présidente de la Fédération sahraoui contre l'occupation marocaine, a affirmé que personne ne peut représenter le peuple sahraoui dans l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination, en réaction à la dernière résolution du Conseil de sécurité. Elle rappelle que le droit à l'autodétermination est un principe fondamental consacré par la légalité internationale et soutenu par les résolutions des Nations Unies. Ma terre, je ne l'abandonnerai jamais. Le Marzan a recours à une autre méthode de répression, silencieuse. Cette méthode se traduit aujourd'hui par des restrictions économiques et des représailles. Pour moi, il n'y a pas de compromis possible. Il n'existe qu'une seule issue, l'indépendance et la liberté de mon peuple. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, longtemps nié par l'occupant marocain, est aujourd'hui plus que jamais défendu sur la scène internationale. À travers des tribunes et lettres ouvertes, des personnalités politiques et humanitaires rappellent que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et que seul le peuple sahraoui a le droit de décider de son avenir. Pierre Gallon, président de l'Okoko, affirme qu'aucun plan d'annexion, aussi habile soit-il, ne peut effacer ce principe fondamental. Il rappelle également que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour internationale de justice conditionnent le statut distinct du Sahara occidental et la légitimité du Front Polisario comme le seul représentant du peuple sahraoui. Les appels internationaux ne s'arrêtent pas là. Dans le domaine économique et commercial, des organismes d'accréditation internationaux comme LSQA de l'Autriche et de l'Uruguay ont suspendu leur activité au Sahara occidental, soulignant qu'aucune certification ne peut être délivrée sans respecter les normes établies par les autorités sahraouies légitimes. D'autres actions similaires ont suivi à travers le monde, montrant que la voix de la race gagne en visibilité et que les instances internationales reconnaissent de plus en plus le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Aujourd'hui, de l'Europe à l'Amérique latine, les voix s'élèvent pour soutenir le Sahara occidental, dénonçant les plans d'annexion, réaffirmant que le peuple sahraoui est le seul à décider de son avenir et à profiter des richesses de son territoire. Petite lueur d'espoir à Raza avec l'ouverture d'un point de passage au nord de l'enclave. Des aides humanitaires ont pu être acheminées, mais en quantité très insuffisante, tant l'ampleur de la crise humanitaire est alarmante. Des opérations de vaccination ont été lancées également, notamment des plus petits en proie à toutes sortes de maladies. Les attaques sionistes n'ont pas cessé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier. 242 Palestiniens ont été tués et plus de 1500 bâtiments détruits par l'armée d'occupation sioniste durant cette même période. Retour dans le pays pour parler de la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel, une participation remarquée de la production cosmétique cette année et aussi à la beauté se met au naturel où des artisanes algériennes transforment les produits du terroir en véritables trésors faits main pour la beauté et le bien-être. Reportage de Maïcha Bout. Comme chaque année, des artisans viennent de tout le pays, exposent leurs créations. Un secteur en particulier nous attire, la cosmétique naturelle. Des artisans transforment des matières premières comme du miel, des huiles naturelles en véritables soins beauté. Ils étaient nombreux cette année, des exposants spécialisés dans les produits de beauté et du bien-être, puisés dans la nature et les recettes ancestrales. On est une start-up, on travaille sur la valorisation du produit local algérien. La matière première est 100% algérienne. Les figues barbaries, l'argan. Il y a plein d'échanges en Algérie. L'argan, c'est à Mostaganem, à Tunis, à Tindouf, bien sûr. La production de l'argan est en force et beaucoup d'artisans et d'industriels à Tindouf spécialisés dans la cosmétique l'utilisent. Nous allons à un salon à Oman et en Italie. Nous allons certainement signer des partenariats. Des huiles essentielles, du savon, du shampoing, des crèmes et même des parfums. Le choix y est et la qualité aussi. Je fais l'élevage des escargots et je travaille sur une partie de faire des produits cosmétiques à base de la bave d'escargot. Avec ma sœur Khadija, elle est biochimiste, elle m'a équilibré les formules pour avoir un savon. Que ça soit beau au visuel, que ça soit bon pour notre peau et aussi bien pour la nature. Ma grand-mère, Allah yarhamha, Lalla Halima, comme on l'appelait, Allah yarhamha, la mère de mon père, Allah yarhamha Kamel, elle faisait déjà la savonnerie traditionnelle dans sa région. Ils avaient
un hammam thermal où ils fabriquaient Saboun Zahir. On focalise sur les produits algériens comme plantes médicinales, comme miel. Je suis une artisane de la wilaya de Annaba. Je fabrique des parfums, des brumes pour le linge, des diffuseurs d'arômes, ainsi que de l'encens, oud. J'aimerais voir mon pays toujours au sommet et que nos produits locaux brillent à l'international pour faire rayonner le drapeau de mon pays. Le Made in Algeria qui séduit de plus en plus. Il n'y a pas mieux que nos produits locaux. Pourquoi encourager les produits des autres pays? Nous avons une nature incroyable dans toutes les régions. Vraiment, il y a beaucoup de choix, il y a de tout, ça fait plaisir. Moi, franchement, j'adore. Je suis impressionné. Le produit est d'une qualité exceptionnelle. Il y a du savon, du shampoing, il y a de tout. Enfin, c'est une nouvelle expérience pour moi. Donc, on est là pour les encourager, pour essayer leurs produits et de les promouvoir éventuellement. Et c'est l'image de notre pays. Un secteur en plein essor, porté par la créativité et la passion de ses artisans, la cosmétique naturelle algérienne s'impose peu à peu comme une nouvelle vitrine du savoir-faire national. Du sport, football et l'équipe nationale poursuit sa préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts affronteront ce soir le Zimbabwe en match amical. Ce sera au stade du Roi Abdallah à Jeddah à partir de 17h30. Sarah Delbel pour les détails. Arrivés en Arabie Saoudite en début de semaine, les hommes de Vladimir Petkovic s'apprêtent à disputer le premier match amical de ce stage. Un test très attendu face au Zimbabwe. Le sélectionneur national souhaite profiter de cette rencontre pour peaufiner les réglages et maintenir la dynamique de victoire. Invaincu depuis sa défaite face à la Suède en juin dernier, l'Algérie reste sur 2 succès, face à la Somalie et à l'Ouganda. Même privé de plusieurs cadres blessés, dont Lucas Zidane, Rami Bensebaini, Mohamed Amin Tougaï et Fares Chaibi, les Verts pourront compter sur un groupe solide avec notamment 2 nouveaux visages, Elias Benkara du Borussia Dortmund et Yassine Titraoui de Charleroi. Face à eux se dressera une équipe du Zimbabwe, solide et imprévisible, qualifiée pour la prochaine CAN. Surnommés les Warriors, ils se distinguent par leur impact physique, leur discipline tactique et leur rapidité dans les transitions offensives. Bien que classé 129e au dernier classement FIFA, ils demeurent une formation accrocheuse, souvent difficile à manœuvrer. Pour rappel, l'historique des confrontations entre les 2 nations tourne légèrement à l'avantage de l'Algérie. 3 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite depuis 1989. Les Verts enchaîneront ensuite mardi prochain face à l'Arabie Saoudite pour un second test à Jeddah. De quoi consolider les automatismes et gagner en cohésion avant de tourner la page de ce dernier stage de l'année consacré à la préparation de la CAN 2025. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.